Bonjour à tous. À présent, nous allons étudier Gargantua de Rabelais en fonction du parcours Rire et Savoir, qui est celui du programme du bac. Et comme d'habitude, nous commencerons par une analyse des termes du parcours Rire et Savoir, afin d'en dégager un petit peu la problématique, les tensions qui sont comprises dans ce titre. Puis nous passerons en revue les thématiques importantes à maîtriser dans cette œuvre en lien avec le parcours Rire et Savoir. Nous étudierons rapidement quelques sujets possibles et enfin nous proposerons quelques idées, que ce soit pour un plan thématique ou pour un plan dialectique, sachant qu'évidemment, il faut avant tout rester attentif au sujet lui-même et ne pas donner tel quel le contenu de cette vidéo, qui est bien imparfait. Donc, rire et savoir. Comme dans le parcours sur Molière, spectacle et comédie, nous avons un titre de parcours en 2 mouvements, en 2 temps, avec 2 mots coordonnés, rire et savoir. Tous 2 sont à la fois des verbes et des substantifs, c'est à la fois le verbe rire, à la fois le verbe savoir, et à la fois c'est un rire, un savoir. Donc il y a à la fois l'idée de l'action, mais aussi celle du contenu de cette action. Ce qui montre qu'on s'intéresse bien donc à ce qui provoque le rire, ce qui fait le savoir. Mais ce qui nous intéresse surtout dans l'intitulé de ce parcours, Rire et savoir, c'est la tension qu'il peut y avoir entre ces 2 termes coordonnés. Le rire d'un côté, qui évoque dans les préjugés plutôt la légèreté, qui peut aller jusqu'à la superficialité. On rit quand ce dont on rit n'est pas grave, n'est pas sérieux, ou alors parce qu'on ne voit pas la gravité, le caractère sérieux d'une situation. Au contraire, le savoir étant lié à l'image du savant est plutôt du côté du sérieux, donc du grave. Grave signifiant étymologiquement lourd. Donc c'est l'inverse de la légèreté. Le savoir semble ne pas aller avec le rire dans une vision un peu rapide et commune de ces 2 termes. Donc il y a des chances pour que l'étude qu'on ait à faire de cette œuvre au moment d'une dissertation mette justement en regard la gravité du savoir, de la réflexion, de l'intelligence chez Rabelais, et en même temps la légèreté du rire. Nous voyons donc à présent les quelques thématiques importantes, sachant qu'encore une fois je suis assez rapide sur le sujet et ça ne vaut pas un cours approfondi. Mais il y a le rire, alors ça semble redondant avec le titre du parcours, mais le rire est réellement une thématique de l'œuvre de Rabelais. Ce, dès le départ, puisque si vous revoyez le petit dizain, le petit poème qui introduit l'œuvre de Rabelais, il semble nous dire que le seul intérêt de ce livre, c'est le rire, puisqu'il dit « Il ne contient ni mal ni infection, et il y a ici peu de perfection, et il est vrai qu'ici peu de perfection vous apprendrez, sinon en cas de rire. Donc la seule chose que l'on pourrait apprendre de ce livre, c'est le rire. Le rire semble donc la véritable valeur de ce livre, parce que le rire est le propre de l'homme, la phrase célèbre entre toutes de ce poème. Le rire est particulièrement important, il est donc central, parce qu'il est lié chez Rabelais à la joie de vivre, à la vertu de convivialité, qui est souvent mise en avant dans l'œuvre de Rabelais. On a souvent l'image de Rabelais, enfin de Gargantua, de Pantagruel, comme des géants goinfres qui passent leur vie à manger, mais si on fait attention, ce qui est valorisé dans ce roman, c'est le banquet, donc c'est le fait de manger, de boire certes, mais ensemble. Donc c'est la bonne humeur partagée, puisque tout cela va avec l'amour, l'agapé, euh, qui est central dans l'œuvre de Rabelais. Si vous faites attention à la description de l'habit du jeune Gargantua, il y a un médaillon sur son bonnet,
sur lequel il est marqué agapé, c'est-à-dire l'amour, mais l'amour de charité, par l'amour érotique. Donc l'amour va avec le rire, puisque le rire est lié, en fait, chez Rabelais, à la joie de vivre, mais une joie de vivre qui est partagée. Donc au partage de la joie, à la convivialité. On peut aussi penser à Pantagruel, la première œuvre de Rabelais, sous le nom d'Alcofribas Navier. Dans le prologue de cette œuvre, le rire est présenté comme une médecine. Et le narrateur insiste en disant même que, alors il ne parle pas précisément de Pantagruel, il parle des chroniques de Gargantua, mais qui était un petit livre qui avait été édité quelques mois avant qu'il édite Pantagruel, qui possède en fait les mêmes vertus que son Pantagruel, c'est-à-dire le fait de faire rire, cette légèreté, cette bonne humeur qui lui semble particulièrement importante. Et il dit que ce livre a tellement de vertus qu'il peut guérir non seulement de la mélancolie, de la tristesse, mais même d'une rage de dents, si on l'applique en cataplasme sur le visage. Donc le rire, enfin, un livre en tout cas joyeux et par cela même le rire lui-même, est véritablement une médecine contre l'amorosité, contre la tristesse, et en fait contre tous les maux de l'humanité presque. Et d'ailleurs, si on retourne au petit poème introducteur, au petit disin, si Rabelais, enfin si Alcofribas Nazier veut écrire, veut nous faire rire, il dit que c'est parce que, voyant le deuil qui vous mine et consomme, mon cœur ne peut pas élire d'autres sujets. Je ne peux pas choisir d'autres sujets quand je vois l'air triste et endeuillé que vous avez. Donc nous avons mauvaise mine et c'est pourquoi il faut que nous rions. Le rire est donc central. Un autre aspect important de l'œuvre de Rabelais, c'est la satire qui est liée au rire, puisque la satire est la critique des travers de la société, des mœurs d'une époque, mais de façon plaisante, amusée, humoristique, mais souvent avec un caractère aussi grinçant. Chez Rabelais, ce qu'il critique en particulier, c'est tout ce qui est lié à la scolastique. La scolastique, pour le présenter de façon extrêmement brève, et je vais devoir simplifier, c'est une façon d'étudier, de réfléchir, qui était propre au dernier siècle du Moyen-Âge, à partir du XIIe siècle, qui met particulièrement en avant la logique, d'où la fréquence chez Rabelais de l'usage des syllogismes, donc de certaines figures de logique, mais aussi qui met beaucoup en avant, en tout cas c'est ce qui va lui être reproché, les auteurs passés. Et donc, ce qui va beaucoup être lu à cette époque-là, ce sont les commentaires d'auteurs passés, et non pas les auteurs eux-mêmes. Et on se réfère à des livres qui font autorité. D'où l'importance aussi des arguments d'autorité que Rabelais critique à de nombreuses reprises. Et la scolastique est donc aussi liée à une certaine forme d'éducation qu'on retrouve chez Rabelais dans Gargantua, dans la première éducation qui est donnée par les sophistes à Gargantua. Si Rabelais appelle les théologiens des sophistes, alors c'est à partir de la deuxième édition qu'il les appelle comme ça, sans doute pour échapper aux représailles qui avaient lieu à l'époque contre les évangéliques. Donc plutôt que de dire théologien, il dit sophiste. Mais ce terme n'est pas choisi au hasard puisque Socrate reproche aux sophistes le souci des discours bien faits, des arguments bien tournés, d'une logique parfaitement ciselée, au détriment d'une véritable recherche de la vérité. Et ce que reproche Rabelais à la scolastique, c'est un usage abusif, justement, de la logique, des arguments d'autorité, donc d'un discours qui a toute l'apparence de l'intelligence, mais qui, au fond, est complètement déconnecté de la réalité et finit par devenir absurde. On trouve cette satire, par exemple, dans les chapitres sur les couleurs,
vous avez un premier chapitre dans lequel il critique sur le sens des couleurs. Donc un premier chapitre dans lequel il critique tous ceux qui pensent que le bleu signifie fermeté, le blanc signifie foi, parce qu'ils ont lu ça dans un livre. Donc là, il critique les arguments d'autorité. Mais dans le chapitre suivant, encore une fois, il y a un discours un peu ambigu de la part du narrateur, nous y reviendrons plus tard. Parce que cette fois, le narrateur, dans le chapitre suivant, va utiliser lui aussi des arguments assez fallacieux, qui viennent aussi de la scolastique, c'est en particulier les syllogismes. Et il explique pourquoi est-ce que le blanc en particulier signifie joie, et le bleu chose céleste, et il utilise pourquoi est-ce que le blanc signifie joie à travers une série de syllogismes dont le bien fondé peut être discutable. Et donc si on les reprend, en fait, il y a par exemple l'idée que le blanc signifie joie parce que le noir signifie deuil, mais à partir de quoi peut-on dire que le noir signifie deuil? Il manque un élément, en fait, à ce syllogisme. Et il y a d'autres syllogismes dans le même chapitre, en particulier qui rapprochent Rome et la Jérusalem céleste, qui sont assez fallacieux, puisque rapprocher Rome de la Jérusalem céleste va à l'encontre de l'image qui était faite de la Rome antique, souvent présentée plutôt comme une Babylone, donc comme une ville de perdition. On a aussi une satire de la scolastique, alors dans l'éducation de Gargantua, qui est en particulier éduquée à travers les lectures de commentaires d'œuvres, et non pas les œuvres elles-mêmes, et aussi dans le passage avec Janotus de Bragmardo. Janotus de Bragmardo, qui est lui-même un théologien de la Sorbonne, instance souvent critiquée par Rabelais. Janotus de Bragmardo, donc, fait un discours dans lequel on trouve un certain nombre d'arguments d'autorité, des syllogismes, qui finalement n'aboutissent qu'à un discours qui n'a pas de sens, sans queue ni tête, complètement absurde, qui décrédibilise complètement la figure du théologien. Et il y a un moment d'ailleurs à la fin du discours où il accumule toute une série de connecteurs logiques en latin, vero, enim vero, quando quidem, etc. Donc toute une série de connecteurs logiques en latin, donc qui en fait les uns superposés aux autres dénoncent l'abus de la logique et aussi du latin comme langue savante par les théologiens, sans aucun souci de proposer un discours réellement intelligent et qui recherche la vérité. Nous avons aussi une satire de tous ceux qui provoquent la guerre à travers Picrocole, qui lui est en particulier dénoncé pour son caractère colérique, impulsif, qui déclare la guerre sans avoir cherché à discuter et à comprendre ce qui s'est réellement passé entre les Foissiers et les bergers, à travers aussi le Foissier Marquet, qui lui est visiblement d'un tempérament colérique et violent, et qui déclenche la bataille tout simplement sans aucune raison, en fait, mais aussi de l'ambition excessive à travers les conseillers de Picrocole qui l'invitent à envahir quasiment l'ensemble du monde connu à l'époque. Nous avons aussi une satire de certaines pratiques religieuses, à travers en particulier les moines, qui sont présentés par le frère Jean comme des paresseux qui ne prient même pas ou qui font semblant de prier, qui sont dans une routine, mais qui ne font rien pour le reste du monde. Vous avez aussi une pratique des pèlerinages, une satire des pèlerinages, à travers les pèlerins qui sont mangés par Gargantua et dans ce risque d'être engloutis dans cet univers minéral qu'est la bouche avec les rochers que sont les dents. On a en fait ici une critique des pèlerinages qui est comme une pratique figée dans le passé, complètement immobile et qui ne participe pas au progrès, à l'avancée du monde. Les pèlerins menacent d'être engloutis, tout comme les pèlerinages risquent de nous figer dans un passé, dans le fait de vénérer des personnes maintenant mortes et donc de ne plus avancer. Vous avez aussi une satire des reliques, bien sûr,
et de la dévotion excessive au saint. Quand vous avez par exemple certains Parisiens qui risquent d'être engloutis par l'urine de Gargantua et qui prient des saints qui n'existent pas, comme sainte Nitouche. Autre thématique importante, le carnavalesque, qui est une notion inventée par Bakhtin, développée par Bakhtin, un critique russe, en particulier à partir de Rabelais. Il s'agit donc du renversement joyeux, au moment du carnaval, des institutions et des normes. Le haut se retrouve en bas, et tout cela permet finalement une régénération d'un monde qui était figé de façon mortifère et qui est renouvelé par le rire. C'est exactement ce qu'on trouve dans Gargantua. Quand vous avez, par exemple, à nouveau on peut reprendre l'exemple de Janotus de Bragmardo, qui, par son discours complètement absurde, figé dans une scolastique ancienne et poussiéreuse, fait rire Eudémon et Ponocrate. Eudémon et il va se joindre à leur rire, et en se joignant à leur rire, il se régénère lui-même, et d'ailleurs il va être récompensé parce qu'il a fait rire, mais aussi parce qu'il a bien pris ce rire et qu'il y a participé. Alors lui, on n'est pas sûr qu'il comprenne pourquoi est-ce que les autres rient, mais c'est pas grave. Il y participe. Et en tout cas, son rire lui donne une nouvelle valeur, celle d'acteur et d'auteur comique, puisqu'il est comparé à Songe-Creux, un grand acteur comique de la cour de François Ier. En étant comparé à cet acteur, Janotus quitte sa position extrêmement élevée de théologien de la Sorbonne. Il est dégradé par le rire, on se moque de lui, mais il est régénéré, il obtient une nouvelle dignité, donc celle d'acteur comique, celle qui lui est conférée par le rire. Et d'ailleurs, et d'où la récompense finale. Vous avez aussi une certaine régénération des moines à travers la figure de frère Jean, qui, tout en renversant complètement la figure habituelle du moine, il les critique et il agit de façon inverse, en allant se battre, par exemple, et puis en se montrant un joyeux compagnon, il apporte une nouvelle vie à cette figure de moine qui aboutit à la création de l'abbaye de Thélème. Et puis enfin, dernière thématique, plus complexe, c'est celle de l'ambivalence du narrateur. Chez Rabelais, le narrateur Alcofribas-Nazier ne cesse de jouer avec le lecteur. Il peut tenir par exemple des discours contradictoires, nous disant à un moment donné que seul le rire compte chez lui, c'est le cas dans son poème introducteur, mais juste après, dans le prologue, il nous dit que il faut briser l'os pour aller chercher la substantifique moelle, qu'il faut dépasser les apparences pour aller chercher un plus haut sens, etc. Donc on se dit, mais alors est-ce que le rire est ce qui compte le plus ou est-ce qu'il y a autre chose à chercher derrière? Et nous sommes pris dans un discours contradictoire. Finalement, si on y réfléchit bien, l'os à moelle qu'il faut briser ne dit pas que le rire n'est pas important, puisque dans la médecine de l'époque, en particulier à travers la lecture de Galien, qui était un médecin de l'Antiquité latine, que lisait Rabelais, on pensait que la moelle était ce qui nourrissait l'os, d'où substantifique moelle, une moelle nourrissante. Elle nourrissait l'os et c'était à partir de la moelle que l'os se formait. Ce qui veut dire que l'apparence extérieure est faite à partir de l'intérieur. Ce qui veut donc dire que si l'apparence extérieure fait rire, c'est que l'intérieur lui-même est lié à ce rire. Bon, mais ce discours semble contradictoire. On a aussi le passage sur les couleurs, où il semble se moquer de la scolastique dans un premier chapitre, puis finalement dans le chapitre suivant, il utilise une autre méthode de la scolastique, qui est celle des syllogismes. Nous avons aussi le dernier chapitre, dans lequel nous avons deux interprétations opposées de l'énigme finale, celle de Gargantua, qui pense que cette énigme parle des persécutions des évangéliques et de façon générale des persécutions religieuses, et ensuite celle de Frère Jean qui dit mais non, ce sont seulement les règles du jeu de paume. Et le narrateur ne tranche pas entre ces deux interprétations. Il nous laisse face à une vérité aux multiples visages, puisque
c'est ce qui est très important, ce narrateur refuse toujours d'imposer une vérité. Et en revanche, il veut nous inviter à la prudence. Et il y a un jeu d'erreurs volontaires. Par exemple, quand dans le prologue, il dit que les silènes étaient des petites boîtes, c'est une erreur que la plupart des lecteurs voyaient immédiatement, puisque dans le banquet de Platon et aussi dans les adages d'Erasme, qui font référence au banquet de Platon, les silènes ne sont pas des petites boîtes, mais des statuettes. Donc Rabelais ici glisse une petite erreur que les lecteurs avertis de l'époque voyaient, tout comme la présentation complètement grotesque de Socrate est très excessive par rapport à la figure de Socrate chez Platon. Nous avons aussi comme erreur volontaire certaines erreurs sur les titres, des titres inventés, des auteurs inventés. Par exemple, au moment de l'éducation du jeune Gargantua, il lit les livres d'auteurs comme Trop de tout, Heurtebise, Faquin, Jean Levaux, qui n'existent pas, bien sûr, et dont les noms grotesques sont là pour, au contraire, se moquer des véritables auteurs de commentaires qui sont lus par le jeune Gargantua. Vous avez aussi, au moment de la grossesse de Gargamel, certaines références sur la durée de la grossesse qui sont données et qui sont fausses. Donc le narrateur joue avec notre prudence, avec notre esprit critique et nous invite en fait à avoir justement un certain recul par rapport à ce que nous lisons. Et d'ailleurs, au moment du chapitre 4, quand Gargamel va accoucher, il menace son lecteur que le fondement lui échappe si jamais il ne croit pas ce qu'il va lire, c'est-à-dire que Gargamel va accoucher par l'oreille. Mais en insistant de façon ainsi excessive sur le fait que le lecteur doit le croire, et d'ailleurs un peu plus loin il dit aussi que tout homme de bien doit croire ce qui est écrit, donc en insistant de cette façon-là, alors que ce qui est raconté est complètement fantaisiste, il nous rappelle qu'en fait ce qui est écrit n'est pas forcément la réalité, et donc que nous devons rester prudents. Bien, à présent nous allons voir quelques sujets possibles. Alors le sujet portera donc sur Gargantua et sur le parcours Irée-Savoir. Et donc il y aura forcément un jeu autour de cette tension entre la légèreté du rire et la gravité du savoir. Mais attention encore une fois, même si là je ne vous donne que des sujets qui sont spécifiquement sur Gargantua de Rabelais, il n'est pas dit explicitement dans les programmes que le sujet portera forcément sur l'œuvre et non sur le parcours en général. Donc vous devez être capable d'avoir des références autres que Gargantua. Celles étudiées en cours, votre lecture cursive, le texte complémentaire, les quelques textes étudiés dans des dossiers, dans des groupements de textes en cours, etc. Bien. Donc quelques exemples de sujets. Gargantua de Rabelais a-t-il pour fonction de nous amuser ou bien de nous instruire? Opposition entre l'amusement et l'instruction. Qui invite sans doute à terminer en disant que l'amusement participe à l'instruction. Voilà. Un sujet citation, à partir de Nietzsche. Le philosophe Nietzsche s'attaque au préjugé selon lequel partout où il y a rire et joie, la pensée ne vaut rien. Vous discuterez cette critique. Donc ça veut dire qu'on va se mettre du côté de Nietzsche pour attaquer le préjugé selon lequel partout où il y a rire et joie, la pensée ne vaut rien. Nous devons, comme Nietzsche, nous dire si, la pensée a de la valeur là où il y a rire et joie. Et donc nous devons expliquer en quoi, chez Rabelais, la pensée a de la valeur malgré le rire. Dans quelle mesure, dans Gargantua de Rabelais, le rire dessine-t-il une nouvelle façon de savoir? Donc là, il s'agit de voir comment est-ce que le rire lui-même permet d'avoir un savoir qui est nouveau, qui est renouvelé par le rire. C'est un sujet assez complexe. Et enfin, le rire de Rabelais est en grande partie un superbe déguisement pour essayer de détourner les ennemis, brouiller les pistes, éviter les censures si terribles alors. Dans quelle mesure ces propos de Michel Butor s'appliquent-ils à votre lecture de Gargantua? Nous voyons ici que c'est un sujet qui va vous inviter à voir d'abord en quoi est-ce que, en effet, l'humour, le comique permet de détourner l'attention de des critiques de la Sorbonne, de la scolastique, des pratiques religieuses.
Mais il faudra voir aussi en quoi est-ce que le rire n'a pas que pour fonction de détourner l'attention, mais qu'il a aussi une valeur en lui-même. Et ça, c'est très important. Si vous ne prenez le rire que comme façon de détourner l'attention, vous ratez justement l'importance du rire qui est pourtant affirmée à de multiples reprises chez Rabelais. Donc pour un plan thématique qui serait par exemple celui des deux sujets du centre, montrer en quoi est-ce que toujours là où il y a rire, il y a quand même une pensée, ou alors comment est-ce que le rire dessine une nouvelle façon de savoir. On pourrait voir le rire de la satire, avec la satire de la scolastique, la satire de l'éducation médiévale, toujours il y a la scolastique, de pratiques religieuses vues comme des superstitions par les évangéliques, la satire des monastères, la satire du bellicisme et du désir de conquête, mais le rire qui aussi invite à l'humilité avec la critique des pédants comme Janotus de Bragmardo, et de façon générale tous ceux qui sont liés à la Sorbonne, l'ambivalence des discours qui nous invite à être prudents face à ceux qui semblent affirmer la vérité, et donc à rester toujours humble dans notre recherche de la vérité, et le rire aussi, tout le rire grotesque, le rire du bas corporel qui rappelle la part animale de l'homme. Et puis enfin, le rire qui libère et qui régénère. Nous avons le rire carnavalesque qui, en parodiant les œuvres souvent, en parodiant ce qui semble haut, élevé, le rabaisse, mais aussi avec tout l'humour scatologique, l'humour du bas corporel, tout ce qui rabaisse en fait de façon générale, mais qui invite à une régénération, à une nouvelle vie. On l'a vu avec l'exemple de Janotus de Bragmardo, mais aussi avec l'exemple du frère Jean des Entomeurs. Nous pouvons penser aussi à la satire de l'éducation médiévale qui fait du jeune Gargantua un véritable animal et qui va devoir passer par une nouvelle éducation pour revenir à une nouvelle vie, à une nouvelle noblesse. Mais il faut passer par la critique de l'éducation ancienne pour voir ce qu'elle a de néfaste, pour pouvoir promouvoir une nouvelle éducation. Et puis le narrateur qui nous invite à la prudence et à l'esprit critique, et donc tout en riant, tout en faisant des jeux, tout en jouant avec nous, le narrateur nous permet d'avoir un esprit critique quand il dissimule en particulier des erreurs dans son texte. Un plan dialectique, ce serait comment est-ce que le rire permet de penser, parce que le rire de la satire nous permet de critiquer les institutions en place, mais le rire a une valeur par lui-même, donc là ce serait le rire détaché de la pensée, le rire grotesque, le rire qui soigne de la tristesse et de l'amorosité, mais finalement le rire a quand même une valeur plus haute que simplement le fait de nous libérer de la tristesse, puisqu'il régénère et il nous libère, c'est ce qu'on a vu en particulier avec le carnavalesque, et avec une éducation à l'esprit critique. Bien, petit rappel rapide. Le plus important, ce n'est pas de redire tout ce que j'ai dit, mais de bien répondre au sujet, donc de ne pas redire tel quel le cours, soit ce que j'ai dit, soit ce que vous avez dans votre cours, mais d'envisager le sujet comme une question à prendre au sérieux et à laquelle il faut répondre absolument. Ensuite, vous établissez un plan qui doit former un raisonnement. Du grand 1 au grand 3, si vous faites un grand 3, ou en tout cas du grand 1A au grand 2C, l'ensemble des sous-parties doivent être reliés logiquement et nous permettre d'avoir un raisonnement cohérent. Vos exemples doivent être variés, donc vous devez connaître beaucoup d'extraits de l'œuvre et pas seulement ceux étudiés pour l'oral du bac. Et ils doivent être précis, donc apprenez des citations, soyez capable de citer les noms des personnages, des faits particuliers, etc. Et soyez clair dans vos explications, pensez bien que l'examinateur n'est pas dans votre tête. Il ne doit pas avoir à deviner ce que vous essayez de dire. Voilà. Bon courage à tous.